la parole 2 secondes pour introduire Hans Koch. Merci d'être là. Il est directeur de la Nordic Energy Research. J'imagine que vous allez nous expliquer. I think you explain what you do. Vous allez nous expliquer exactement ce que vous faites. La parole pour nous éclairer sur cet horizon d'un système économique mondial à énergie, j'allais dire à énergie zéro. Non, mais à carbone zéro. C'est une utopie ou c'est possible? C'est une utopie, quoi. It's possible. Yes. You have 20 minutes. Vous avez 20 minutes. Merci. Merci de me donner la parole et merci de l'invitation. J'ai démarré mon chronomètre parce que je vais parler pendant 15 minutes seulement. Et donc, je vais surveiller l'heure. Oui, la question que vous posez, est-il possible d'avoir une société qui ne consomme pas de carbone ou qui n'émet pas de carbone? Et la réponse à la question est oui, cela est possible. Et ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est que nous avons commencé à faire ce travail dans les pays nordiques et nous continuons à œuvrer vers cela. Et je vais vous décrire les défis auxquels nous faisons face. Alors, voici la composition de notre mix énergie. Alors, c'est tous les pays nordiques, 25 millions d'habitants, et la deuxième économie au monde, pas aussi importante que la France, mais assez comparable à l'économie française en matière en taille. Alors, la biomasse et les déchets, l'énergie hydrographique, géothermique, vent solaire, nucléaire, probablement en déclin, et ensuite les énergies fossiles. Alors, le problème, c'est les énergies fossiles. Comment changer cela? Alors, le transport, mais également la production d'énergie est faite avec les énergies fossiles, la production d'électricité. Voici dans le secteur d'électricité. Tout d'abord, nous avons l'intensité carbone qui est environ un peu plus de 500 grammes de CO2 par kilowattheure. Et nous devons faire cet infléchissement pour avoir une réduction de 85% d'ici 2050. Et cela veut dire, plus précisément, en 2045, nous devrions être à ce niveau-là. Et cela paraît un très grand défi. Alors, heureusement, les pays nordiques sont déjà là en 2015. Nous sommes à 30 ans en avance en matière de production électrique par rapport au reste du monde, en matière de réduction de l'intensité carbone. Ça, c'est les bonnes nouvelles. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que l'électricité et le chauffage représentent seulement 30%. Donc, les défis sont dans le transport, l'industrie et d'autres secteurs. Et là, nous avons un défi très difficile à relever. Donc, les outils que nous avons utilisés, c'est une coordination des politiques d'énergie des pays individuels qui ont chacun une politique. Nous avons développé les connexions entre les réseaux électriques avec une grande flexibilité. Et nous avons un marché conjoint de l'électricité. La Finlande peut acheter l'électricité au Danemark et vice-versa. Et nous avons développé un niveau de flexibilité très élevé, même dans les usines thermiques. On a une grande flexibilité de la production des centrales thermiques lorsqu'il y a des variations au niveau soleil et vent.
Alors, il y a l'efficacité énergique, qui est la manière la plus efficace pour réduire la consommation d'énergie et donc réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, généralement parlant, la perspective en matière de réduction des gaz à effet de serre, nous voici le PNB développé. Nous pensions développer et entre 95 et 2000, il y avait un découplage. PNB continuait à progresser. Il y avait une réduction de la demande d'énergie. Et voici l'objectif en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Et comme vous voyez, on a déjà amorcé l'infléchissement. Et voici un niveau plus global, enfin plus mondial. Si on compare avec les objectifs des pays nordiques, nous sommes environ ici et nous avons développé, et je vais vous en parler, un scénario carbone neutre, et cela nous montre comment les pays nordiques pourront atteindre ce niveau de 85% de moins par rapport à 1990. Et cela est possible, mais c'est un défi dans certains secteurs, pour certains secteurs. Et les défis sont dans 4 secteurs de production d'électricité et de chauffage. Avec l'électricité, nous avons déjà bien atteint les objectifs, nous sommes bien en route, mais il y a encore des problèmes en matière de transportation dans l'industrie et dans le bâtiment. Je vais en parler plus loin. Alors, voici un rapport qui s'appelle les perspectives de technologie énergétique dans les pays nordiques. C'est organisé par mon institut en coopération avec l'Agence internationale de l'énergie, et c'est fait par un nombre d'instituts de recherche, d'universités et d'organismes privés. Il n'y a pas de lobby ou de groupe de pression des sociétés de production d'énergie. Alors, en ce qui concerne l'électricité et le chauffage, la question ou l'objectif dans les pays nordiques, c'est de s'assurer qu'il y ait la flexibilité nécessaire afin de pouvoir avoir des plus d'énergie variable, durable. C'est des énergies telles que l'éolienne et le solaire. Cette flexibilité est très importante, surtout avec les centrales thermiques et d'autres sources de production d'énergie, car cette flexibilité va nous permettre d'avoir un niveau plus élevé de sources renouvelables variables. Et ce marché de l'électricité ou l'échange d'électricité avec l'interconnexion de réseau, si on n'a pas de vent au Danemark, on peut utiliser l'hydroélectricité en Norvège, par exemple, et vice-versa. Il est très important de s'assurer un lien entre l'électricité et le chauffage. C'est déjà là parce que beaucoup d'électricité est produite avec la production de chaleur. Et l'électricité en excès peut être transformée en chaleur. C'est une façon également de stocker l'énergie électrique. Et en dernier lieu, la réponse en matière de demande dans l'industrie et le bâtiment pour s'assurer que l'électricité est bien utilisée lorsqu'il est produit, lorsqu'il y a un surplus, et pas le contraire, lorsqu'il y a problème d'approvisionnement. Voici les échanges ou le commerce et l'électricité entre les différents pays en 2015. Et comme vous pouvez le constater, il y a un certain nombre de connexions entre les réseaux des pays nordiques et également entre les pays nordiques avec l'Allemagne, Pays-Bas, Pologne.
et les républiques baltes. Nous devons développer ce système d'interconnexion entre les réseaux électriques. Et le scénario carbone neutre 2050, les réseaux ou l'interconnexion de réseaux ressemblerait à ceci, avec des liens avec la Grande-Bretagne, Pays-Bas, Allemagne, Pologne, les pays baltes et beaucoup de connexions entre les réseaux au sein des pays nordiques. Est-ce que c'est une utopie? Non, c'est tout à fait réaliste. Nous trouvons à l'heure actuelle, il y a des décisions qui ont déjà été effectuées au sein de l'Europe et dans les pays nordiques pour développer un grand réseau électrique qui ressemblerait à ceci. Donc nous sommes pas loin de notre objectif pour 2050. Alors, quelle serait la composition de la production électrique dans ce scénario carbone neutre? C'est assez proche de ce mix actuel. Il y aura une grande contribution de l'hydroélectricité, une grande contribution de la part de la biomasse, une réduction de sources nucléaires et une réduction des énergies fossiles. Et ce qui va croître, c'est l'éolien. C'est réaliste car il y a un potentiel énorme inexploité le long de la côte norvégienne pour l'éolienne. La seule raison pour laquelle ce n'est pas fait, c'est que les prix de l'électricité dans les pays nordiques sont très bas. Alors, ce qui concerne le chauffage, c'est la même chose. C'est plus ou moins la même composition. Beaucoup de biomasse, beaucoup de déchets, un petit peu de géothermique, une réduction de charbon, un infléchissement du pétrole et plus d'électricité hydroélectrique, plus d'hydroélectricité et également des pompes à chaleur. Alors maintenant, un peu plus controversé comme sujet, voici une image qui a été prise à Oslo. Vous voyez une voiture électrique en recharge. Il y a un grand nombre de voitures électriques à Oslo. C'est avec le taux le plus élevé de voitures électriques en Europe. Et le défi est, comme vous pouvez le constater, nous attendons une croissance en nombre de passagers kilomètres. Et voici ce que nous devons faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est la même chose avec le fret. Donc, c'est un grand défi. Et si on regarde les voitures électriques aujourd'hui dans la zone nordique, c'est moins d'1%. Et nous, ce que nous pensons, et l'objectif pour notre scénario carbone neutre, c'est d'avoir 66% électrique et 24% hybride et seulement 11% moteur thermique. Alors, c'est un défi assez important et il y a beaucoup de recherches seront nécessaires et également une grande coopération, beaucoup de coopération internationale. En ce qui concerne les transports longue distance, long courrier, nous avons il faudrait avoir la possibilité d'avoir des nouvelles technologies, mais nous ne comptons pas là-dessus. Nous comptons sur les biocarburants pour les longs courriers. Nous comptons là-dessus. Il y aura une augmentation de demande de biocarburants pour les longs courriers, les vols, les transports à longue distance. Et voici un secteur où il y a un défi particulier, c'est l'industrie. Comme vous le constatez, beaucoup des implantations, beaucoup de ces émissions de carbone vont disparaître parce que ce sont des centrales thermiques. Mais il y a aussi la sidérurgie. Et là, le problème, c'est que même si on a une énergie propre, mais il y a le problème des émissions dues au processus industriel. Et c'est pour cette raison que nous devons développer avec d'autres pays des nouvelles technologies ou de nouvelles process pour séquestrer le carbone. Et le dernier secteur, c'est le secteur du bâtiment.
nous avons une augmentation, une amélioration de 0,8%. Nous devrions améliorer la performance pour obtenir 2,2% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Les actions stratégiques que nous recommandons à nos gouvernements, si nous devons atteindre une société neutre en matière de carbone, c'est de créer, de générer, produire, distribuer de l'énergie électrique avec une meilleure interconnexion. Et en matière de transport et de bâtiment, nous devons travailler avec les villes qui développent des programmes très ambitieux pour réduire les gaz à effet de serre. Et en ce qui concerne le transport longue distance, long courrier, l'industrie, pour décarboner l'économie. Et cela demandera énormément de coopération, de recherche et entre les différents pays. Merci de votre attention. Thank you very much. Merci beaucoup. Et merci d'avoir respecté l'horaire prévu. Qui est à côté de moi et qui a fondé il y a quelques temps maintenant une start-up. Mais c'est plus une start-up au bout de 3 ans. Oh, on peut toujours le dire, mais c'est toujours ça, tant qu'on grimpe. Bon, qui est plus spécialisé, mais vous allez nous l'expliquer, dans l'activité qui consiste à essayer de mettre en place, concevoir des solutions technologiques qui permettent justement d'économiser les émissions, ou de ralentir les émissions de gaz à effet de serre et de changer le mix énergétique d'un certain nombre d'industries. Avant, vous avez pratiquement travaillé dans beaucoup de pays du monde, et vous continuez d'ailleurs, et puis dans de grandes industries américaines. Quelle est la réponse quelle réaction, premier point, à cet exposé, et puis les réponses que vous pouvez apporter? Well, I will go in Swiss English for instance. Je vais parler en anglais. Simplement, Kyoto, il y a presque 20 ans, où est-ce que nous en sommes? Bien sûr, on a eu le COP21 et tout ça. Le fait est que actuellement, on parlait dans la dernière table ronde de choix. Le problème, c'est que maintenant, nous n'avons plus de choix. La meilleure façon de prévoir notre avenir est de croire que nous allons arriver à zéro carbone au niveau des émissions d'ici 2040. C'est de créer ce même futur. C'est ça la question que nous avons actuellement. Ce matin, on a parlé de faire sens de l'innovation. La question au niveau du climat, c'est qu'il faut faire de sorte à ce qu'on accomplit ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser l'impact du CO2 maintenant? Et quand vous parlez de réchauffement planétaire, le terme global planétaire est très important parce qu'il faut réfléchir de façon globale. Il faut inclure du monde de domaines très différents afin de réfléchir rapidement et d'agir vite afin de pouvoir accomplir des choses en ce sens. Bien sûr, nous parlons de CO2 et comment les gens vont réduire les émissions de CO2. On vient de voir la vision de ce qui va pouvoir être fait dans les pays nordiques. Je parle avec un ami à moi, Tony Charbag, il est sud-africain, et lui, il me dit que si on regarde une image de la planète la nuit et vous voyez les sources luminescentes venant de la France et les États-Unis, par exemple, vous voyez beaucoup de lumière. Mais il y a 2 continents qui sont noirs, sombres, et c'est l'Afrique du Sud et l'Amérique latine. Pardon, l'Afrique et l'Amérique latine. Et lui, il se dit que la réduction du CO2 va venir de ces 2 endroits. C'est qu'ils ne construisent pas sur quelque chose qui existe déjà. Ils sont ouverts pour créer un avenir comme ils veulent parce qu'ils n'ont rien à perdre. Et donc, en parlant, nous sommes arrivés à cette conclusion. Nous sommes à Caen. Donc, comment est-ce qu'une décision d'un gars ici à Caen peut impacter sur le climat tout de suite?
comment est-ce qu'on peut... C'est plutôt un grand défi, savoir comment est-ce qu'une action individuelle, ici, maintenant, peut impacter sur l'univers. On a décidé de regarder le monde de l'agriculture. On a vécu la révolution entre les années 1950-60. La révolution verte, il y avait le prix Nobel à ce propos, mais il faut se rappeler que l'agriculture va être un des plus grands contributeurs au CO2 et donc au changement climatique de deux façons. D'abord, parce qu'il y a un gaz, c'est l'oxyde de nitrogène qui vient du sol, et nos scientifiques nous disent que dans les 20 ans à venir, notre production et le rendement va baisser dû au fait du changement climatique. Et pour compenser pour ça, vous allez avoir besoin de plus de fertilisants, plus d'engrais et utiliser plus de pesticides. Et donc, vous allez voir une multiplication au niveau de la puissance de la génération du CO2. Donc, si vous enclenchez ce cycle-là, vous allez avoir des effets dérivés qui vont augmenter le problème. Et donc, il faut se référer maintenant aux visions qu'on voit se développer en Afrique, et leur vision est très différente de la chose. L'objectif maintenant, c'est de cultiver de la nourriture et de gérer l'eau. Et nous avons décidé que la bonne vision, il fallait parler plutôt de rendement, et il fallait parler maintenant de marge. On parlait de, il faut que ça doit être sensé. Est-ce qu'on pourrait viser plutôt une économie où les choses sont juste assez bonnes? L'idée, c'est de travailler sur la marge plutôt que sur le rendement au niveau agricole. On peut travailler là-dessus grâce à la pénurie de la ressource. Nous ne sommes pas les seuls à travailler en ce sens. Mais je pense que la révolution numérique nous aide à accomplir ça maintenant, va nous aider à avoir une action globale afin de concevoir comment améliorer la situation d'un agriculteur en Afrique sur la base du fait que vous allez pouvoir l'aider à utiliser de l'eau, des engrais, les pesticides, afin d'augmenter sa marge à lui. C'est ça que nous sommes en train de faire en Kenya et dans l'île Maurice, même si nous sommes basés à Caen. Nous aidons les gens à gérer la pénurie en eau, d'augmenter ce qui sort de leur champ. Et donc, si vous pensez à ça au niveau de l'humanité tout entière, nous avons connu un succès au niveau de l'échange de confiance. Vous vous rappelez, quand Kennedy a décidé d'aller à la Lune, il n'a pas réussi grâce à une technologie, parce que nous sommes allés à la Lune avec les mêmes capacités. On avait les transpondeurs qui sont conçus pour l'espace profond. On avait la même technologie. Mais la question était qu'il a généré de l'unité. Il a l'unité contre ce qui était à l'époque le bloc russe. Nous avons besoin d'unité, donc nous devons aller à la Lune très rapidement. Le problème que nous avons actuellement est que nous sommes face maintenant à un réchauffement planétaire et nous devons nous unifier tous afin d'aborder cette notion de carbone zéro. Est-ce que c'est faisable? Oui, bien sûr, nous avons toute la technologie nécessaire. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant pour nous quand nous travaillons en Afrique. Les gens ils disent là-bas qu'ils génèrent de la mémoire ensemble. Et la notion du temps aussi est une notion cruciale. Je ne suis pas sûr qu'actuellement nous arriverons à voyager jusqu'à la Lune et que le programme ne prendra que 10 ans. Ce matin, la table ronde était très intéressante. Le succès pour aller à zéro carbone, nous avons tout sur place pour accomplir cela. C'est plutôt une question de détermination, de volonté.
Je pense vraiment que la révolution numérique va réussir grâce au fait de la démocratie, par exemple. Nous pouvons actuellement agir de façon individuelle pour nous forcer notre gouvernement à agir maintenant. C'est super, en ce sens que maintenant, nous avons un changement de pouvoir. Les changements de la pensée, la réflexion globale va émaner des individus. Et c'est à nous de faire de sorte à ce que ça arrive. Est-ce que vous avez une réaction pour cela? Oui, j'ai plusieurs réactions à ce que vous dites. D'abord, sur la question, est-ce que cela peut se faire? Je dirais, comme dit Obama, oui, ça peut se faire. Et c'est pas uniquement un optimisme aux yeux bleus. Si vous regardez ce qui se passe autour de la planète, globalement, dans bien des pays maintenant, le développement a lieu maintenant, qui a déjà eu lieu dans les Nordiques. Et donc, il y a un découplage entre la croissance et les émissions de CO2. Donc, ça va avoir lieu. Vous avez parlé de Kyoto. C'était intéressant de regarder à quel point on a atteint peu des objectifs établis lors de la conférence de Kyoto. Je pense que cette fois-ci, nous aurons plus de chances à atteindre nos objectifs parce que c'est pas le processus vient pas d'en haut, il vient d'en bas. Il est construit sur des contributions nationalement déterminées sur 270 pays. Et ces pays maintenant travaillent sur comment atteindre leurs objectifs. Et 40% de tout ça concerne l'intégration dans le système de la génération de l'électricité. Je sais pas autant à propos de l'agriculture, mais si nous pouvons accomplir une décarbonisation avec notre technologie, moi, je ne suis pas aussi optimiste que vous l'êtes à ce propos, parce que je pense que la plupart des considérations proposées à ce sujet consiste à dire qu'il faut pouvoir faire de capturer du carbone et le stocker. Malheureusement, cette technologie ne marche pas bien, c'est très coûteux, ça consomme énormément d'énergie, et donc nous devons poursuivre des recherches et des développements en ce domaine. À part cela, oui, qui aurait cru à Kyoto il y a 20 ans? Actuellement, l'Agence de l'énergie internationale, qui est plutôt conservateur, prédit que dans les années à venir, 50% de l'électricité sera générée par solaire et par l'éolien. Personne n'aurait cru que cela était possible, même il y a 10 ans. Donc, avec la technologie, ça peut se faire, mais ça exige encore des initiatives ciblées. C'est très sympa de penser à ce qui est fait dans les pays où ils n'ont pas les infrastructures existantes déjà, notamment en Afrique et l'Amérique latine, comme vous avez dit. Mais il faut se rappeler que la plupart des émissions émanent des pays où ils ont des infrastructures. Et l'important, c'est de les convaincre à abandonner ces infrastructures afin de réduire leurs émissions. Il y a 2 jours, je viens de lire ça dans Le Monde, il y a 2 jours, il y a des 21 millions de personnes qui ont revendiqué, qui font un procès à Obama concernant le climat. Il nous a transmis un message d'optimisme parce que tout le monde peut agir, tout le monde peut atteindre, comme vous dites. On va ouvrir le débat avec la salle. Il y a des questions dans la salle. S'il n'y en a pas, et autant de... Plutôt que en préparant les micros, est-ce que je peux me permettre, monsieur Hancock, sans vouloir faire de polémique, vous avez dit qu'un de vos outils privilégiés dans les pays nordiques, c'était les interconnexions avec les pays voisins. Quelle est la balance avec l'Allemagne aujourd'hui, entre la Scandinavie et l'Allemagne, entre les importations et exportations d'électricité? Oh yes. So the balance is.
l'équilibre, et on exporte plus vers l'Allemagne depuis le Danemark qu'il n'y a d'importation. Et ça, c'est un fait intéressant, parce que même l'ancien commissaire à l'énergie allemande, monsieur le commissaire, il disait qu'il était fier de l'Allemagne à cause de son infrastructure, ses aéroports, ses ports, ses autoroutes. Et après, il a dit, mais notre infrastructure électrique date du 19e siècle. Et ça, c'est un exemple de cela. Il y a beaucoup d'électricité produite de sources renouvelables, se produit dans le nord de l'Allemagne et en Danemark, mais il ne peut pas être transporté jusqu'au sud de l'Allemagne, là où il y a la plupart de l'industrie, parce que ça demande des connexions. Donc même au sein de pays individuels, les interconnexions sont vitales si vous voulez pouvoir utiliser l'énergie produite par des sources renouvelables pour votre industrie. Carboné fabriqué en Allemagne. Sur le nucléaire, un mot sur le nucléaire, votre position sur le nucléaire, qui ne me paraît pas claire, mais j'ai sans doute pas bien compris. Ma position, la position scandinave des Nordiques sur le nucléaire, c'est ce que le nucléaire doit se combattre sur le marché. On va voir s'ils peuvent survivre. Et pourquoi nous prévoyons une décroissance dans l'énergie nucléaire? C'est pas parce que nous n'aimons pas le nucléaire. On n'a aucun souci avec le nucléaire. Nous n'avons rien contre le nucléaire. Mais ce que nous voyons en Suède est que l'énergie nucléaire n'est pas compétitif vis-à-vis des autres sources d'électricité dans la région des Nordiques. Donc nous attendons à ce que, quand la capacité actuelle arrête de produire parce qu'il n'est plus compétitif, on attend à voir ça. Après, il y a une question de sécurité, d'approvisionnement, grâce à une longue relation avec la Russie, le Baltique. En Finlande, eux, ils focalisent plutôt sur la construction de nouveaux réacteurs, bien que le prix de production est 2 ou 3 fois plus fort que l'énergie produite de manière éolienne. Question. Oui, il y a une question ici, monsieur, et puis il doit y en avoir une là-bas. In French, excuse me. J'ai deux questions courtes à poser à M. Corr. Comment, dans vos sociétés, enfin dans ces 4 ou 5 pays qui sont réunis sur cet accord, comment l'accord a été fait? Est-ce que c'est un vrai consensus vis-à-vis de l'opinion des citoyens? Comment avez-vous procédé? C'est les parlements qui se sont emparés, ou est-ce que vous avez fonctionné par ce que je crois que vous faites souvent dans les pays scandinaves, les conférences de consensus? Parce que dans nos pays, les choses sont beaucoup plus clivées, si je puis dire, et souvent beaucoup plus passionnées quant aux différentes options qui peuvent se poser. Et ma deuxième question, toujours aussi courte, c'est ce programme est très ambitieux. Vous n'avez pas dit si vous utilisez l'outil fiscal pour, en quelque sorte, encourager de meilleures pratiques. Merci beaucoup de ces 2 questions très pertinentes. Oui. Il y avait une opinion publique très forte derrière la conversion du système énergétique tendant à l'abandon de gaz et du charbon et vers les renouvelables. Je peux illustrer très clairement. Le Premier ministre danois, Rasmussen, qui était aussi le secrétaire général de l'OTAN, quand il est devenu Premier ministre en 2001, il avait décidé qu'il allait arrêter le développement des éoliennes. 4 ou 5 années plus tard, il a complètement retourné sa veste et il est devenu un des avocats les plus fervents en faveur de la transformation verte. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas gagner la prochaine élection s'il n'était pas en faveur de la révolution verte et cette conversion et transformation du système énergétique. Donc ça démontre à quel point l'opinion publique est développée et forte
pas nécessairement par des efforts très déterminés de la part des partis politiques, mais simplement parce que la population veut cette transformation. Oui, outil fiscal, oui, c'est très important pour l'efficacité énergétique et c'est aussi vital pour aider la transition tendant à l'abandon des énergies fossiles et vers de nouvelles sources énergétiques pour l'électricité. Notamment en Suède, il y a eu un texte sur le carbone qui a eu un impact très important vers la transition vers l'utilisation de biomasse comme carburant pour le chauffage. Donc, les taxes sont un outil qui ont une grande place dans notre boîte à outils. En ce sens, dans les Nordiques, ce sont les pays où on paye le plus de taxes au monde. Mais la population accepte des taxes très élevées en faveur d'une transformation verte. On a le temps d'en prendre une ou deux. Oui, monsieur, allez-y, pardon. I'm sorry, in English. Yeah. Ça va être en anglais. Un professeur m'a dit une fois, et les recherches ont prouvé, que une éolienne provoque beaucoup de CO2. Est-ce que vous pensez qu'il y a une meilleure façon d'extraire de l'énergie ou des bienfaits du vent, notamment dans les pays nordiques? Yes. Non, je dirais que oui. Il y a une production de CO2 qui est très limitée relative à la production des éoliennes. Est-ce qu'il y a une meilleure façon d'utiliser le vent? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Il semblerait que c'est la source la plus fiable de la production d'énergie éolienne possible. Nous poursuivons la courbe d'apprentissage. Ça veut dire que chaque fois que la production mondiale est doublée, le coût de production de kilowattheure se réduit de 10%. Et donc, il y a, au niveau de coût par rapport à l'efficacité, on progresse, mais je ne sais pas ce que le développement démontre, mais je n'ai pas d'autres idées sur comment on pourrait faire ça d'une façon meilleure. S'il vous plaît. Oui, allez-y. Par ici. Il ne me voit pas. Non, je vous vois pas. Là, vous êtes là, mais on va vous voir là, peut-être. What is... Je voulais poser une question sur le positionnement de la Norvège, qui est aussi un producteur de pétrole et de gaz, un très grand producteur de ces matières. Quel est le positionnement de ce pays au niveau de la gestion de ce qui peut sembler être un paradoxe? Parce qu'en même temps, ils mènent la transition électronique, mais continuent à produire le pétrole et les gaz grâce à leur production offshore. Vous avez parlé aussi d'un découplage, une décorrélation entre le CO2 et la production de CO2 et le PIB. Qu'est-ce que vous avez présumé à ce propos? Oui, d'abord par rapport à la Norvège. Oui, comme vous dites, il y a un dilemme, une espèce de dilemme. Le gouvernement norvégien a produit une communication pour le Parlement récemment où ils indiquent clairement qu'ils sont en faveur d'utiliser plus de sources renouvelables dans la production de l'électricité et des transports. Comme vous le savez, ils déploient des efforts importants afin de s'assurer que la très forte pénétration des voitures électriques se poursuive. Des voitures et des petites camionnettes électriques. Donc, ils souhaitent poursuivre ce développement vert. Et il y a des ressources immenses sur la côte et en mer autour de la Norvège. Ils sont aussi convaincus que le gaz naturel et le pétrole qu'ils produisent, et ils veulent continuer à produire, qu'il y aura toujours un marché pour ces produits dans la transition à long terme qui s'effectue entre ce moment-ci et un moment où nous serons
entièrement dans une situation d'énergie verte. Donc, d'un côté, il y a un dilemme entre la transition vers l'énergie verte et qu'après, qu'il y aura un souci d'avoir un marché d'exportation. Vous voyez, il n'y a pas de souci à leurs yeux. Le facteur prix pour faire des arbitrages. Quel est votre pronostic sur le prix du pétrole à moyen terme? Il va rester à un niveau aussi bas ou pas? Well, if I knew Si j'avais la bonne réponse, je serais milliardaire. Oh, potentiellement. La meilleure chose a été dite par J.P. Morgan. Il a dit une fois que vous savez tout à propos de la fluctuation des prix des actions. Et j'ai la meilleure réponse au monde. Ils vont monter, ils vont baisser. Et après, ils vont remonter, ils vont rebaisser à nouveau. Je peux dire la même chose sur le prix du pétrole. Probablement qu'ils vont remonter, ça bouge un peu en ce moment, mais ensuite ils vont peut-être baisser, certainement même. Donc ils vont fluctuer, ces prix. La chose importante, et si vous regardez la section de la génération d'énergie, de pouvoir, de puissance, la transformation est déjà en route. On ne se sert plus beaucoup de pétrole pour produire l'électricité. L'impact peut être très important, en revanche, sur le secteur transport. Je ne peux pas faire cette réponse-là, M. Koch, parce que sur le moyen et long terme, on pensait que les prix du pétrole étaient indexés sur les quantités de pétrole, sur l'équilibre entre l'offre et la demande. Et on a bien vu depuis 2 ou 3 ans que l'offre de pétrole, notamment liée au gaz de schiste, a bouleversé complètement ce prix-là. Donc il y a toujours une innovation technologique qui peut changer un peu la donne. yes, but Oui, certes, mais je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire par rapport à l'électricité. Parce que le pétrole, on ne se sort quasi plus de la pétrole pour produire de l'électricité dans la plupart des cas, dans notre capacité globale. Donc, dans une mesure, je suis d'accord avec vous. Oui, je ne connais personne qui a prédit que le prix allait développer comme il a développé. Mais, par exemple, je ne vais pas appeler ça des prévisions, mais nos scénarios ne dépendent pas d'un prix très élevé du pétrole. Et donc, le développement peut avoir lieu même si le prix du pétrole demeure très bas comme ils sont actuellement. Oui. Une question ? Oui, allez-y. Nous sommes ici une région assez exemplaire en matière d'hydrogène. On a le département de la Manche, un département bien normand et tout à fait limitrophe, et qui utilise l'hydrogène notamment pour son parc d'automobiles publics. Je vois que, étant un pays scandinave, vous nous avez parlé essentiellement de ces pays-là, et d'ailleurs la Normandie est bien sûr très liée de par ses origines, bien évidemment, et je m'étonne un peu que vous n'ayez aucunement fait allusion à l'hydrogène. Oui, merci pour cette bonne question. Nous avons travaillé sur la question de l'hydrogène, notamment en Islande, là où il y a un excédent de production, notamment de l'hydro et la géothermie, mais aussi en Norvège. Notre expérience jusqu'alors est que la conversion depuis le contenu de l'excédent entre l'énergie et l'hydrogène, ça demande trop d'énergie pour accomplir cette transformation et pour le stocker sous forme d'hydrogène. Donc c'est pas très prometteur à nos yeux. Donc c'est pas très prometteur en termes de l'utilisation de l'énergie excédent. Il vaut mieux le transporter à un endroit où il y a une demande immédiate, ou de le stocker par une interaction entre l'électricité et la production de chaleur. C'est une question. Vous avez mis l'accent sur... vous offrez des solutions dans un certain nombre de pays où vous travaillez, mais vous avez aussi mis l'accent sur la nécessité d'une gouvernance ou d'une entente mondiale. C'est vrai que cet objectif dont on a parlé n'est atteignable que s'il y a un accord international. Quels sont vos clients? Qui paye chez vous? C'est parce que c'est lié à la gouvernance.
Tout à fait. Alors nous, on travaille beaucoup sur la ressource en eau. Et ce que nous faisons aujourd'hui, vous avez par exemple les fournisseurs, que ce soit d'énergie ou d'eau, aujourd'hui font face à eux aussi à une rareté de la ressource. Complètement. Ouais. Donc comment réinventer un modèle d'affaires basé sur la vente d'une ressource qui devient de plus en plus rare? Donc on est obligé de créer autour de ce modèle classique de vente de la ressource, d'essayer de passer de la vente simple et d'une économie basée sur la vente à une économie basée sur une économie vertueuse, c'est-à-dire essayer de promouvoir des solutions qui permettent de préserver la ressource. Et nous travaillons avec des compagnies qui, justement, de fournisseurs, deviennent évangélistes et précurseurs pour permettre aux futurs usagers, c'est-à-dire nos clients, que ce soit des agriculteurs, d'utiliser moins d'intrants agricoles, moins d'eau, moins de pesticides, ce qui font qu'ils augmentent leur marge. Donc, d'une simple fonction de vente d'une ressource, ils deviennent conseillers pour justement à la fois préserver leurs ressources, parce que si la ressource venait à se raréfier complètement, même eux seraient en danger, puisque n'ayant plus grand-chose à vendre. Et dans les lieux où nous sommes, par exemple sur l'île de la Réunion, nous travaillons avec des fournisseurs d'eau, et on fait face à la sécheresse qui permet à ces personnes d'amener justement le conseil nécessaire à cette ressource. En termes d'énergie aussi, aujourd'hui on a une approche qui permet à la fois d'allier l'eau et la demande en termes d'électricité, puisqu'on oublie que par exemple les réseaux d'eau sont extrêmement gourmands en électricité. Donc les pics de demande de consommation classiques aux heures de pointe, on peut le faire en manageant les réseaux d'eau, de telle façon à limiter cet impact et ces appels de courant et nécessairement des énergies fossiles. Donc c'est vraiment une vision globale. Il y a un transfert. Il y a un transfert qui permet de le faire. Ok. Merci à tous les deux. Est-ce que je peux vous demander, Monsieur Coquan, en partant, si, vous êtes optimiste, mais oui, vous êtes optimiste, parce que ça s'entend, ça se voit. Si vous aviez le président du monde devant vous, quelle est la décision que vous lui demanderiez de prendre ? Moi, je lui demanderais de continuer à avoir le type de collaboration internationale que nous avons démontré à Paris. À Paris, la conférence, le COP21, était une grande réussite, mais nous devons aussi continuer au niveau régional, comme est le cas dans les Nordiques. Nous devons aussi continuer au niveau national, en Allemagne par exemple. L'Allemagne a construit des interconnecteurs au sein de l'Allemagne et même au niveau individuel et personnel. Nous devons continuer à encourager les gens à se décider, à réduire leur consommation. Et dans les villes, les villes sont peut-être plus proches des individus, ils se rendent peut-être compte par conséquent, à quel point il est important d'avoir des objectifs ambitieux. Donc, nous devons continuer à travailler à tous les niveaux et nous devons donner de l'information sur les avantages de faire cela. Une des raisons pour lesquelles la Chine est prête à réduire ses émissions à gaz à effet de serre, c'est parce qu'ils se rendent compte à quel point ça coûte cher d'avoir des hôpitaux qui gèrent toute la maladie respiratoire qui sont causées par le fait de continuer à brûler des carburants fossiles. Vraisemblablement pour vous parler de ça, sur la production d'électricité locale. Merci à tous.